Bonjour. Bonjour. Je suis Brian Padilla, je suis écologue au Muséum national d'histoire naturelle et je coordonne une petite cellule de recherche et d'expertise qui s'intéresse aux conséquences de l'artificialisation sur la biodiversité. Antoine Trouche, ingénieur chez Airparif. Je m'occupe des relations avec la presse et de la médiation scientifique à Airparif et j'ai beaucoup travaillé sur les impacts de la pollution de l'air, d'un côté sur le changement climatique et de l'autre côté sur l'effondrement de la biodiversité. C'est une vaste question, mais si on veut d'abord essayer de définir ce qu'est la biodiversité, on peut peut-être revenir sur la définition qui est la plus communément acceptée, celle qu'on entend le plus aujourd'hui, qui est issue notamment de la Convention pour la biodiversité, pour la diversité biologique. Il s'agit de la variabilité des organismes vivants aussi bien à l'échelle d'une espèce, la variabilité de leur génome entre les espèces, la variabilité des espèces entre elles, et puis dans les écosystèmes qui vont les composer, donc aussi bien au niveau des communautés d'espèces, au sein des mêmes espèces et dans les écosystèmes, cette variabilité et toutes les relations qu'il va y avoir entre les individus, les communautés qui vont former des écosystèmes, c'est ce qui va former la biodiversité. Pourquoi est-ce que c'est important? D'abord parce qu'on en est partie prenante, évidemment, en tant qu'espèce, Homo sapiens, on fait partie de cette biodiversité, et parce que on a une relation très forte avec elle par notre manière notamment d'occuper l'espace, d'être présent sur Terre, et ben on va forcément avoir des incidences dans nos activités sur la biodiversité, et on va avoir peut-être une attention particulière à faire que nos activités soient soutenables et à permettre à cette biodiversité de continuer à exister et surtout d'évoluer, parce que la définition que je vous ai donnée, ça peut paraître un peu fixiste, mais en fait, dans la notion de relation qu'il y a entre les espèces, entre les écosystèmes, eh ben, on peut comprendre que cette relation, elle va être modifiée au gré des changements, au gré de ce qui va permettre à chacun des composants de la biodiversité de s'adapter. Et donc voilà, notre relation à la biodiversité, elle va être extrêmement dépendante de notre manière de la considérer et la manière dont nos activités vont pouvoir en tenir compte. On peut parler des services écosystémiques. Moi, ce que j'aime bien peut-être introduire avant de parler de services écosystémiques, c'est parler de fonctions et fonctions biologiques, fonctions écosystémiques. Je vous ai un peu parlé de ce qu'était la diversité des espèces et les relations qu'elles vont avoir entre elles pour former notamment au sein des écosystèmes la biodiversité. Ces relations, ces fonctions qu'elles vont pouvoir occuper, ça va d'abord être absolument nécessaire pour le fonctionnement de l'ensemble de l'écosystème. Par exemple, on va avoir certaines espèces qui vont avoir des fonctions de ressources pour d'autres. On va avoir certaines espèces qui vont avoir des comportements reproducteurs qui vont dépendre de certains paramètres qui vont participer au fonctionnement d'un écosystème et au maintien, à l'évolution de la biodiversité. Quand on parle de services écosystémiques, on s'intéresse à certaines de ces fonctions et aux bénéfices dont nous, humains, on va tirer pour le fonctionnement de nos sociétés. Donc, par exemple, des services d'approvisionnement, l'alimentation, des services de régulation, on pense à de la pollinisation en premier lieu, on peut penser à des services et récréatifs éventuellement, des services culturels, et donc tout ça, ce sont être une partie des fonctions écologiques dont on va tirer un bénéfice particulier. Mais je pense que c'est intéressant quand on parle de préservation de la biodiversité, de pas se limiter à cette part dont on va tirer bénéfice, mais bien de l'ensemble de ce qui fait que la biodiversité peut fonctionner. Alors, ça dépend évidemment de là où on se trouve. Les sources de pollution sont pas les mêmes en fonction de la zone du globe où on se trouve et en fonction de géographiquement, si on se trouve plutôt dans une zone densément peuplée, une ville par exemple, ou si on va être plutôt en zone rurale. Quand on regarde en Île-de-France, les deux principales sources de pollution, c'est d'un côté le trafic routier, les véhicules thermiques, et de l'autre côté le chauffage, notamment le chauffage au bois. Le trafic routier, c'est une des sources majoritaires de pollution, d'un côté aux oxydes d'azote, qui est un gaz polluant qui est principalement nocif pour les bronches, pour le système respiratoire, et il va être aussi contributeur de façon conséquente à la pollution aux particules fines, tant directement, parce que les moteurs à combustion de véhicules thermiques, le frottement des freins, des pneus, des roues, sont émettrices de particules fines, mais aussi parce que, et ça on le sait moins, les gaz polluants émis par le trafic routier, ils peuvent se combiner avec d'autres gaz polluants pour former des particules fines supplémentaires, notamment les oxydes d'azote dont on parlait auparavant. Ils vont se combiner avec d'autres gaz pour former des particules de nitrate d'ammonium. Côté chauffage, quand on regarde tous les moyens de chauffage, c'est le chauffage au bois qui est le plus émetteur de polluants de l'air. Non pas parce qu'il est très utilisé, dans une région comme l'Île-de-France, il est assez peu utilisé, mais parce que intrinsèquement, le chauffage au bois, il émet des quantités qui sont vraiment très importantes de particules fines dans l'atmosphère.
Oui, quand on pense aux impacts de la pollution de l'air sur la santé d'abord, on pense essentiellement à des impacts sur le système respiratoire. En fait, la pollution de l'air, si elle tue, c'est d'abord du fait de ses impacts sur la santé cardiovasculaire. Pourquoi? Parce que dans les polluants qu'on a dans l'air, on a notamment des particules fines, donc des entités solides qui font moins de 2,5 micromètres de diamètre et qui sont suffisamment petites pour, une fois dans les poumons, passer la barrière des poumons et rentrer dans le sang. Et quand ils rentrent dans le sang, ils vont avoir un impact sur tout l'appareil cardiovasculaire, donc ils vont aggraver et le risque de survenue et la gravité d'infarctus, d'accidents vasculaires cérébraux, mais aussi de maladies neurologiques, de maladies métaboliques, typiquement le diabète de type 2, et ça va aussi avoir évidemment des impacts sur la santé respiratoire, donc notamment aggraver le risque de crise d'asthme, de maladies comme la BPCO ou de cancer du poumon. À l'échelle mondiale, le résultat de tout ça, c'est qu'on estime que la pollution de l'air, elle tue prématurément 8 millions de personnes chaque année dans le monde. Donc c'est à peu près 15%, 14-15% des décès qui surviennent chaque année. Et ce qu'on sait beaucoup moins, c'est que la pollution de l'air, si elle est d'abord nocive pour la santé, c'est pour ça qu'on s'en préoccupe à l'origine, elle a aussi des impacts qui sont des impacts importants d'un côté sur le changement climatique. Pourquoi? Parce que notamment les polluants de l'air, ils vont perturber les mécanismes de formation des nuages. Les particules, c'est ce qui est à l'origine de la condensation de gouttelettes d'eau. Donc qui dit plus de particules dit perturbation des mécanismes de formation des nuages qui vont intercepter les rayons du soleil. Et de l'autre côté, la pollution de l'air, elle a aussi des impacts sur la biodiversité, tant végétale qu'animale. Alors, il y a un consensus scientifique assez fort, bien construit maintenant, sur le fait qu'on a actuellement une crise majeure de la biodiversité parce qu'on a un rythme notamment de la disparition d'espèces, mais aussi de la diminution de l'abondance des populations qui est très important. Le consensus, il est surtout bien formé sur les causes de cet effondrement de la biodiversité. C'est peut-être là-dessus qu'il faut s'intéresser un instant. Donc, on a vraiment une communauté de chercheurs qui s'expriment notamment à travers l'IPBES, ce qu'on appelle le GIEC de la biodiversité plus couramment, comme étant les principales causes de cet effondrement. En premier lieu, le changement d'usage des sols, donc tout ce qui va participer à la destruction, à la fragmentation des espaces naturels. Évidemment, la surexploitation des ressources, le changement climatique, les pollutions et enfin la propagation de certaines espèces exotiques envahissantes. Une fois qu'on a ce consensus qui a été bien formé sur les causes de cet effondrement, on va essayer de comprendre comment est-ce que cet effondrement de la biodiversité se caractérise. Donc d'une part, on voit effectivement certaines espèces disparaître et en fait, il faut avoir conscience de quelque chose de très important, c'est que la connaissance qu'on a de la biodiversité, elle est aujourd'hui encore très partielle. On a décrit à peu près 2 millions d'espèces dans le monde. On estime qu'il y en a entre 8 et 12 millions. Donc la part de la biodiversité, en tout cas des espèces que l'on connaît, elle est extrêmement faible. Par contre, ce qu'on va regarder aussi, c'est le rythme avec lesquels ces populations elles vont s'effondrer. Et puis en France, on a beaucoup d'indicateurs qui témoignent du fait qu'on a une accélération très forte de la baisse de certaines populations, qu'il s'agisse de certains oiseaux communs, des chauves-souris, des insectes pollinisateurs, des papillons. Et donc voilà, ce sont autant d'indicateurs qui nous témoignent en fait du rythme de l'effondrement de la biodiversité actuellement, y compris en France. En fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est de pas forcément chercher à sectoriser chacune des sources de pression. Quand on parle de surexploitation, on peut penser en premier lieu à la surexploitation de certaines ressources qui vont être utilisées à des fins d'alimentation, des stocks de poissons par exemple, à la surexploitation de certaines ressources végétales, on peut parler du bois, ou alors aussi des conséquences de ce qui vont amener à cette surexploitation. Par exemple, on pense à la surexploitation dans le cadre d'une agriculture intensive ou d'une sylviculture intensive, on va rentrer dans un processus qui va participer au changement d'usage des terres dont on parlait précédemment. À des fins de surexploitation, on va occuper l'espace différemment, on va amener des cultures monospécifiques, on va amener des intrants pour avoir des rendements plus importants. Et tout ça fait qu'en fait, les causes de la biodiversité, de l'effondrement de la biodiversité dont on vient de parler, elles sont évidemment en relation les unes avec les autres et qu'on ne peut pas les indépendantiser. Je commence, ça te va? La pollution de l'air, elle a des impacts qui sont assez méconnus en fait, mais qui sont importants à l'échelle du monde sur la biodiversité. Et ça, on le sait parce qu'on a plusieurs méta-analyses parues récemment qui font un état des lieux des connaissances sur la question. Il y a vraiment 5 grands types d'impacts en fait qu'on a identifiés dans la littérature à ce stade. Un des plus importants, c'est l'impact qu'ont certains polluants, notamment l'ozone de basse altitude et les particules fines, sur la croissance des plantes. Pourquoi? Bah, typiquement concernant l'ozone, c'est parce que l'ozone, quand il est absorbé par les stomates des plantes, qui sont un peu les pores à la surface des feuilles des plantes, ils vont susciter des mécanismes de défense de la part de ces plantes. Ils vont créer des antioxydants. Et ce mécanisme-là de défense, c'est un mécanisme qui est très énergivore. Donc ça consomme de l'énergie des plantes que sinon elles auraient utilisé pour croître.
Le résultat, c'est que les plantes qui sont les plus vulnérables à cette pollution à l'ozone, elles vont croître moins vite. Il y a d'autres plantes, au contraire, qui, elles, ne sont pas concernées parce qu'elles ne sont pas vulnérables à l'ozone et donc dont la croissance ne va pas du tout être freinée par cette exposition à la pollution à l'ozone. Donc, sur des écosystèmes entiers, on voit que là où on a des pollutions à l'ozone, certaines espèces sont favorisées, d'autres non, et donc ça va déstabiliser ces écosystèmes. Les particules fines, par d'autres mécanismes, vont aussi avoir un impact qui est assez similaire sur la réduction de la croissance des plantes. Ça, c'est vraiment un des principaux impacts. Un autre impact qui concerne les plantes indirectement, c'est l'impact de la pollution de l'air sur les insectes pollinisateurs. On voit que là, on a des hauts niveaux de pollution de l'air, notamment, là encore, à l'ozone de basse altitude, mais aussi aux oxydes d'azote. On va avoir des insectes pollinisateurs dont à la fois l'abondance, la capacité à se nourrir va être réduite. Pourquoi? Notamment parce que ces insectes pollinisateurs, pour se repérer, ils vont aller identifier les plantes grâce à des gaz qui sont émis par les plantes naturellement, qui s'appellent des composés organiques volatiles. Et ces gaz, leur présence va être modifiée en présence d'autres polluants, parce que ces polluants vont se combiner chimiquement entre eux, ça va former d'autres espèces, et les pollinisateurs vont moins facilement pouvoir identifier les plantes qui vont polliniser. On a deux autres phénomènes qui sont des phénomènes qu'on va voir beaucoup moins dans les pays les plus avancés économiquement, mais qui peuvent être encore très présents dans les pays moins avancés économiquement. On va voir d'un côté le phénomène des pluies acides. Les pluies acides, c'est quoi? C'est lié à un polluant de l'air très spécifique, le dioxyde de soufre, qui est principalement émis quand on va brûler du charbon et du pétrole, quand il n'est pas désulfuré. Et dans ce cas-là, le dioxyde de soufre, dès qu'il va pleuvoir, il va se dissoudre dans les gouttes de pluie. Et il va du coup acidifier ces gouttes de pluie qui elles-mêmes, lorsqu'elles vont toucher des écosystèmes végétaux ou lorsqu'elles vont venir s'accumuler dans des cours d'eau stagnants, vont les acidifier. Donc là concrètement, ça va vraiment nécroser les plantes et ça a un impact qui peut être très très important et même visuellement impressionnant, notamment sur des forêts ou sur des écosystèmes animaux. Enfin, on a certains polluants qui contiennent de l'azote, notamment le dioxyde d'azote et l'ammoniac, qui sont des polluants qui vont, lorsqu'ils vont se déposer sur des cours d'eau, vont les fertiliser et notamment vont booster la croissance des algues. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle parce que ça provoque un mécanisme qui est bien connu par les gens qui se préoccupent de l'impact de l'ensemble des pollutions sur la biodiversité. Ça a provoqué ce qu'on appelle l'eutrophisation des eaux, donc prolifération des algues, qui vont masquer la capacité des écosystèmes à notamment avoir accès aux rayons lumineux. Puis quand ces algues se décomposent, derrière, elles vont faire baisser la concentration d'oxygène dans les cours d'eau et ça peut créer ce qu'on appelle des zones mortes. Et enfin, le dernier impact, c'est pour le coup un impact plutôt positif, c'est certaines particules qui vont pouvoir avoir un rôle plutôt fertilisant, notamment les particules qui sont issues des tempêtes de sable qu'on a au Sahara, c'est des particules qui vont contenir un peu de métaux, un peu de phosphore, et ces particules-là, lorsqu'elles vont se déposer sur l'océan, elles vont booster la croissance du phytoplancton. Alors, Antoine a fait un très bon résumé des travaux qu'on peut connaître sur, enfin, qui documentent les effets de la pollution de l'air sur la biodiversité, avec quelque chose d'intéressant à rajouter, c'est que on voit bien que l'ensemble des exemples qu'Antoine a cités vont s'intéresser à un organisme, un type d'organisme en particulier sur lequel on a pu conduire des études relativement précises. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que l'effondrement de la biodiversité, on le suit notamment en essayant de suivre les populations de nombreuses espèces qui caractérisent la biodiversité, celles pour lesquelles on a un bon niveau de connaissance, pour lesquelles on va avoir beaucoup d'observateurs et on va pouvoir proposer des tendances, suivre des tendances d'évolution de ces populations. Quand on suit ces tendances et qu'on constate l'effondrement de la biodiversité, ce qui est extrêmement difficile, c'est de savoir quelles sont l'ensemble des causes qui participent à cet effondrement et surtout quel poids vont avoir chacune d'entre elles. Et peut-être que les conséquences de la pollution de l'air sur la biodiversité, ce sont des conséquences qui sont relativement peu étudiées par rapport à d'autres pour lesquelles on va avoir des hypothèses plus faciles à formuler. Par exemple, le fait qu'on ait de la perte de ressources alimentaires, qu'on ait de la perte d'habitat naturel, pour lesquels on pourra faire le lien assez facilement avec des effets sur la biodiversité. Ce qui va être intéressant, c'est pas forcément de chercher justement à savoir précisément quel est le poids de la pollution de l'air, l'effet de la pollution de l'air sur la biodiversité, mais aussi voir quels sont les déterminants communs qu'il va y avoir entre l'augmentation de la pollution de l'air et les effets qu'ils peuvent avoir par exemple sur la santé humaine, mais aussi sur la biodiversité. Et là, on va avoir quelque chose d'intéressant à discuter. Antoine parlait tout à l'heure du fait que la pollution de l'air, elle était notamment causée par les véhicules thermiques. Les véhicules thermiques, ils vont nécessiter des infrastructures, évidemment, ils vont nécessiter des matériaux pour être créés, ils vont aussi émettre des pollutions sonores, et l'ensemble de ces sources de pression va participer à l'effondrement de la biodiversité. Moi, dans mes travaux, je m'intéresse particulièrement aux conséquences de l'artificialisation des sols, donc la construction d'infrastructures. Et là, ça va être intéressant de faire le lien, de voir par exemple pourquoi est-ce que on est actuellement en France avec un rythme d'artificialisation très important, qui est essentiellement à destination de construction de logements
souvent individuelles. On a encore une part très importante de l'artificialisation qui est à destination de logement, une part importante de logement qui est très peu dense dans des communes qui perdent des habitants et qui vont nécessiter fortement forcément des déplacements plus importants pour aller à son lieu de travail, pour pouvoir vivre, faire ses courses, et tout ça va participer notamment à avoir des nouvelles infrastructures de transport, des nouveaux véhicules thermiques, et tout ça va participer à la fois à la pollution d'air et à la fois à l'effondrement de la biodiversité. Et peut-être en plus de ça, en plus de tous les liens qui viennent d'être faits, il y a un lien très important entre la pollution de l'air et une autre source d'impact majeur des activités humaines sur la biodiversité, c'est le changement climatique. La plupart de ce qui émet des polluants de l'air est aussi une source d'émissions de gaz à effet de serre. Dans le monde, les principales sources d'émissions de polluants de l'air, c'est la combustion d'énergie fossile, de charbon, de pétrole, de gaz fossile et de bois. Et du coup, autant charbon que pétrole que gaz fossile, ce sont les responsables de 75% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc, dès que vous avez la combustion de ces énergies fossiles, la biodiversité, elle est au moins doublement perdante, et parce que ça génère un réchauffement climatique qui fait partie des principales pressions des activités humaines sur la biodiversité, et parce que ça génère des polluants de l'air qui rajoutent des pressions supplémentaires sur la biodiversité. Je commence aussi. Vas-y, je t'en prie. Nous, ce qu'on a vu dans les méta-analyses qui ont été publiées récemment, c'est que la biodiversité, et alors surtout les usages de la biodiversité, les usages qu'on en fait en tant qu'être humain, vont avoir un impact qui est un impact assez variable. Il y a des impacts plutôt à l'amélioration de la qualité de l'air et plutôt à la dégradation de la qualité de l'air. Il y a un premier impact qui est lié à tout ce qui va être la présence de tourbières, par exemple, mais aussi d'élevage bovin. Ces activités-là, et de termites aussi, qui est une source, donc c'est autant de sources d'émissions de méthane, donc méthane qui est un des principaux gaz à effet de serre, mais méthane dont on sait peu que ça fait partie des gaz polluants précurseurs de l'ozone de basse altitude. L'ozone de basse altitude, c'est un gaz polluant qui se forme à partir de la combinaison chimique d'autres gaz, et dans ces gaz, il y a notamment le méthane. Donc plus on a d'émissions de méthane, et plus on a de conditions favorables à la formation d'ozone de basse altitude, qui derrière a des impacts sur la santé humaine et puis aussi sur la biodiversité. On voit aussi que des usages très particuliers de la biodiversité, typiquement la combustion du bois, a un impact majeur sur la pollution de l'air. On l'a dit tout à l'heure, le bois, c'est intrinsèquement, lorsqu'on le brûle, une source d'émissions très importante de pollution de l'air, notamment de pollution aux particules fines. On a une autre énergie liée à la biodiversité qui a un impact qui peut être pas négligeable sur la qualité de l'air, c'est les biocarburants. Et parce que quand ces biocarburants poussent, du coup c'est des végétaux qui vont émettre naturellement des gaz polluants qui s'appellent des composés organiques volatiles. Les composés organiques volatiles, c'est des gaz qui en extérieur sont pas forcément présents dans des quantités suffisantes pour être nocifs en eux-mêmes, mais qui par contre vont faciliter la formation d'autres polluants de l'air, l'ozone de basse altitude dont on parlait auparavant, mais aussi des particules fines. Il y a des particules fines qui vont être formées par combinaison de ces gaz, ces composés organiques volatiles entre eux, et ça va former ce qu'on appelle des aérosols organiques secondaires. Et ces biocarburants, quand on les brûle, ben, ils émettent des polluants de l'air assez similaires à ceux qu'on va obtenir quand on va brûler du pétrole, parce que c'est des chaînes carbonées, donc on va émettre des oxydes d'azote, on va émettre des particules fines, etc. Du côté plutôt atténuant, on voit que la biodiversité végétale, elle va être capable de capter une partie des polluants qui sont présents dans l'air, notamment parce que ces polluants, quand ils vont se disposer sur les feuilles, sur les troncs d'arbres par exemple, ils vont être en partie absorbés. Alors ça peut aussi créer des contaminations, c'est-à-dire que si par exemple on a des polluants, des particules métalliques, et ben ça peut contaminer les plantes et derrière ça peut contaminer toute la chaîne alimentaire, mais ça va absorber une partie des polluants. Par contre, faut pas surestimer cette absorption. On voit que c'est une absorption qui peut être conséquente à l'échelle de forêts entières, par exemple. Par contre, on voit que les forêts urbaines, par exemple, alors autant les forêts urbaines, elles sont très utiles pour préserver un peu de biodiversité en ville, pour rafraîchir les villes en été, mais par contre, on voit que c'est pas ça qui a un impact très important sur la pollution de l'air. Et enfin, le dernier impact, c'est l'impact que va avoir les haies. On voit que quand on a des haies autour, par exemple, de champs, ces haies-là, elles ont un double rôle qui est vraiment très utile. Le premier, c'est qu'elles limitent l'érosion des sols. Et qui dit érosion des sols dit, entre autres, projection de particules, par exemple, de particules minérales, qui sont des particules qui peuvent polluer l'air. Mais ça va aussi avoir un rôle protecteur pour les champs. C'est-à-dire que comme on a des haies, on va avoir des espèces d'obstacles physiques qui vont limiter la capacité de ces particules à éroder, à avoir un impact néfaste sur les champs. Et donc du coup, les haies, en plus de tous les bénéfices écosystémiques qu'elles apportent, elles vont aussi avoir un rôle protecteur vis-à-vis de l'impact de la pollution de l'air sur les champs. Il y a une nuance très importante dans ce que vient de dire Antoine. L'exemple était assez parlant. Finalement, ce qu'on peut retenir de ce qu'Antoine vient de dire, c'est que
La végétation, dans son rôle d'espace naturel, d'habitat naturel, elle va avoir effectivement des fonctions notamment de fixation de certains polluants et donc peut participer, à toute proportion gardée, à lutter contre la pollution de l'air. En revanche, qu'est-ce qui peut participer à l'aggraver? C'est les usages qu'ont les humains de la biodiversité. Et donc à travers ça, on parlera d'ailleurs pas de biodiversité, mais plutôt de ressources naturelles. L'exemple des biocarburants est très intéressant. En France, on a à peu près 900 000 hectares qui sont consacrés à la culture de biocarburants. Ce sont des cultures qui sont extrêmement intensives et dont l'exploitation, elle est nocive pour la biodiversité parce qu'elle participe à uniformiser les habitats naturels, parce qu'elle participe à détruire les sols, parce qu'elle fait souvent l'objet aussi de l'utilisation d'engrais de manière assez importante. Et donc on se rend compte que parce qu'on utilise des ressources naturelles, mais parce qu'on en a fait une destination particulière qui a été guidée pour des usages humains, on participe en plus à aggraver la pollution de l'air. Alors qu'à l'inverse, si on imagine qu'on va chercher à réduire ce type de culture, à les diversifier, à ramener des terrains en jachère, à placer des haies, là, on va voir plutôt les effets positifs de la biodiversité pour lutter contre la pollution de l'air qui vont s'amplifier. Donc ça donne quand même un message assez intéressant. Partout où on arrive à proposer de la végétalisation, de l'évolution d'espaces naturels avec une moindre intervention humaine, on va plutôt tirer des bénéfices de la présence de ces espaces naturels pour lutter contre la pollution de l'air. Quand on regarde un peu la littérature scientifique, on voit que on a la possibilité d'identifier des politiques qui sont gagnantes-gagnantes pour et limiter la pollution de l'air et préserver la biodiversité, que ce soit directement en éliminant parmi les 5 principales activités humaines qui sont nocives pour la biodiversité, et parce que indirectement aussi, comme on l'a dit, quand on limite la pollution de l'air, on va aussi limiter les impacts de ces activités humaines sur la biodiversité. Dans les politiques gagnantes-gagnantes, une des principales, c'est limiter la combustion des énergies fossiles. C'est-à-dire que dès qu'on limite la combustion de pétrole, de gaz fossile, de charbon, que ça soit via la substitution des politiques d'efficacité ou de sobriété énergétique, on va et limiter les émissions de gaz à effet de serre, donc une des activités humaines qui a le plus d'impact sur la biodiversité, et limiter aussi les émissions de polluants de l'air. On a ensuite tout ce qui va consister à limiter l'usage du bois en tant qu'énergie de combustion. Pourquoi? Parce que le bois, dans certaines circonstances, il peut occasionner, lorsqu'on l'utilise intensément, des déforestations qui font partie là aussi des pressions importantes des activités humaines sur la biodiversité, et parce que, comme on l'a dit auparavant, la combustion du bois, c'est une source importante de pollution aux particules. On a tout ce qui va consister à réduire les usages d'engrais, qui vont être aussi des transformations gagnantes-gagnantes. Pourquoi? Parce que les engrais, d'un côté, le surusage, le surépandage d'engrais, ça va avoir un impact sur la biodiversité, parce que ça conduit à des émissions de gaz à effet de serre qui occasionne un réchauffement climatique nocif pour la biodiversité. Parce que quand on a un surusage, une surconcentration d'engrais, ça peut occasionner des phénomènes d'eutrophisation des eaux qui vont être fortement nocifs pour la biodiversité aquatique, et parce que les épandages d'engrais vont émettre dans l'air un polluant très spécifique qui s'appelle l'ammoniac, et cet ammoniac va se combiner avec d'autres gaz polluants pour former des particules fines polluantes pour l'air. On a tout ce qui va être la mise en place de haies dont on parlait tout à l'heure, qui sont du coup des milieux qui vont non seulement préserver la biodiversité, notamment la biodiversité aériennes, les oiseaux, mais aussi qui vont contribuer à protéger les champs, protéger les cultures et protéger de façon générale l'ensemble de la biodiversité végétale des impacts de la pollution de l'air, de, de façon générale limiter l'érosion des sols. Et enfin, tout ce qui va consister à mettre en place de façon maîtrisée et bien gérée les forêts urbaines, ça peut y contribuer aussi. Alors comme on l'a dit, c'est un impact qui a un impact qui peut être présent mais assez négligeable sur la pollution de l'air. Et par contre, ça a des bénéfices écosystémiques qui sont importants. Et donc du coup, du moment qu'on s'assure de mettre en place des forêts urbaines qui vont pas en dessous d'elles concentrer la pollution parce qu'on va les mettre au-dessus de rues trépassantes, et du coup, on voit que ça va avoir un impact qui va être un impact faible ou faiblement positif sur la qualité de l'air et surtout à côté très positif et pour nous adapter au réchauffement climatique et pour protéger la biodiversité en ville. Peut-être pour compléter, ce qui va être intéressant d'explorer, ce sont la manière dont les politiques publiques vont prendre en compte notre manière d'occuper l'espace. Parce que si vous devez peut-être retenir une chose de ce qu'on a échangé sur l'état de la biodiversité et les causes de son effondrement, il faut bien comprendre que la biodiversité, elle a besoin de place. Et que cette place,
elle va forcément être liée à la manière dont on va décider d'occuper l'espace. Si on continue à avoir une surspécialisation de nos usages de l'espace, une tendance à l'expansion des zones urbaines, une tendance à l'intensification de l'agriculture, avec une part très importante qui va être exportée, une part très importante qui va être importée, on comprend très bien qu'on va accentuer l'ensemble des sources de pression qui participent à l'effondrement de la biodiversité et à l'augmentation de la pollution de l'air. Alors qu'à l'inverse, si on réfléchit plutôt à construire des politiques publiques qui vont viser à rapprocher nos lieux de travail de nos lieux de vie, de nos lieux d'achat, à avoir une proximité dans nos zones de production, dans notre alimentation, eh ben on va participer aussi d'une part à réduire l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre, à lutter contre le changement climatique, à lutter contre la pollution de l'air, à favoriser des espaces qui soient moins soumis à des pressions d'occupation humaine importantes et donc favoriser la biodiversité. Donc en fait, il y a quand même une notion assez importante dans tout ça, c'est bien de se dire que on doit à la fois s'intéresser à nos activités, à nos sources d'émissions, mais surtout avoir une stratégie, une planification sur comment est-ce que l'humain dans l'espace peut avoir des activités qui soient soutenables. En l'occurrence, ce sera nécessairement bénéfique à la fois pour la biodiversité et la santé humaine. En Ben, fait, des exemples très parlants, je suis pas sûr qu'on en ait énormément. En fait, le lien ne sera jamais fait directement. Mais par exemple, tout à l'heure, quand tu parlais de l'exploitation de tourbières, bah, faut bien avoir conscience que les tourbières, ce sont des zones humides parmi les plus menacées, précisément à cause de leur surexploitation. Une des meilleures manières de limiter la contribution des tourbières à la pollution de l'air, bah, c'est de pas les exploiter, tout simplement. Mais en fait, voilà, quand on parle de la conservation de tourbières, on pense évidemment pas en premier lieu pollution de l'air, et je pense que le lien est pas facile à faire, surtout quand les actions de conservation sont prises, elles le sont assez rarement avec cet objectif de se dire on va préserver la pollution de l'air.